Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule de divertissement. Alors, tout d'abord, bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Alors, cette semaine, quel sujet tu nous as préparé? C'est de la médecine particulière et j'avertis les gens tout de suite, il n'y aura pas d'image, de sang, Bon. non, J'ai hâte de découvrir avec les gens à la maison qu'est-ce que tu veux dire par particulier. Oui, ben j'ai été assez surprise. Ah ouais, oui? Ouais, comme par hasard, j'ai tombé là-dessus et j'ai dit, je vais fouiller ce sujet plus Qui en fait profondeur. sourire ou réfléchir ou les deux? Ah, tout ça en même temps. Ah, j'imagine. Fait qu'on débute avec la castration, donc qui est l'action on débute avec... ça commence ça rough. Ouais, raide. Bon. Donc, la castration qui est en fait d'enlever les testicules. Vous allez voir pourquoi cette image-là, c'est quoi le rapport. Donc, à travers la société, parfois, les gens s'auto-castraient, s'enlevaient eux-mêmes les testicules pour des raisons religieuses, culturelles. Vous imaginez un peu... Sérieuse? Oui, je suis sérieuse. Bon, j'ai choisi la bonne religion. On revient à la première image, la dynastie Ming. C'est que en Chine, il y a très longtemps, du temps de la dynastie Ming, les gens qui voulaient travailler pour la cour impériale... J'ai entendu ça. T'as entendu ça, hein? Il fallait qu'ils soient castrés. On les appelait des eunuques. D'habitude, on castrait seulement les testicules, mais on pouvait aussi castrer le pénis au complet. C'est particulier. Donc, dans la dynastie, pourquoi on exigeait que les fonctionnaires de la dynastie soient castrés? C'est qu'on voulait éviter qu'ils procréent et qu'ils ont comme ambition de fonder une nouvelle dynastie et prennent le pouvoir. Donc, et ça a duré quand même assez longtemps à travers le temps en Chine. Ce qu'on appelle une façon drastique d'en arriver à des objectifs précis. Hein? Effectivement. Donc, ça. Je ne suis pas un homme, mais j'imagine pour les hommes qui écoutent l'émission, c'est ça. J'ai le goût de me lever debout, là. C'est ça. Donc, les gens castrés, ça a servi à plusieurs choses à travers... Je vous précise que ça n'existe plus, c'est interdit dans les pays. Mais ça existait aussi du temps des harems. Donc, les hommes riches avaient des harems de femmes, de concubines qu'ils gardaient dans un endroit. Ils les logeaient. Et il y avait, encore une fois, des eunuques, des gens castrés, qui s'occupait de ces femmes-là, évidemment pour éviter que le gardien du harem s'amuse avec les... Profite du harem. Oui, parce que vous imaginez qu'il travaille toute la journée avec des femmes magnifiques, disponibles. Donc, on employait des hommes castrés. Mais semble-t-il que même castrés, les hommes pouvaient quand même faire des choses. Bien évidemment, si on leur coupait le pénis, c'est autre chose. Mais si on enlevait seulement les testicules, ça n'enlevait pas leur capacité, semble-t-il, parfois d'avoir des rapports avec des femmes. Donc, c'est ça. On employait des gens castrés pour les harems. Ça a servi aussi la castration pour les chanteurs. Donc, vous voyez au centre Farinelli, il y a eu un film là-dessus, c'est un célèbre chanteur d'opéra. Donc, on castrait les jeunes garçons avant la puberté pour qu'ils gardent leur voix d'enfant. Donc, parce qu'à l'époque, et c'est en Italie qu'on faisait ça, dans les années 1800, c'était interdit pour les femmes de chanter dans les églises. Donc, pour chanter les chansons avec des registres plus hauts, on utilisait des hommes castrats qu'on appelait. On les avait castrés plus jeunes. Et ce qui arrivait, c'est qu'ils gardaient une voix d'enfant aiguë, mais avec une cage thoracique d'adulte très puissante. Ça donnait une voix assez particulière. Et il existe le dernier castrat qu'il existait, parce qu'évidemment, maintenant, c'est interdit. Vous allez voir une image. Si vous voulez faire une recherche sur Internet, donc Alessandro Morecci, allez sur Internet, marquez son nom sur YouTube et il existe des enregistrements sur rouleau de cire du dernier castrat qui a existé et c'est incroyable. Les enregistrements, il était quand même âgé, il avait autour de 40-45 ans et c'est une voix d'enfant. Incroyable. J'ai écouté entre autres l'Ave Maria de Gounod. Et c'est très impressionnant, c'est magnifique. Tu oublies que c'est un homme de 40 ans qui chante, c'est un enfant. Donc, et comme je disais, vu que c'était un adulte avec une thoracique d'adulte, et il faisait aussi beaucoup d'exercices, ça donne une voix très puissante. Donc, c'est une sonorité vraiment très, très particulière. Donc, mais aujourd'hui, ça n'existe plus, c'était le dernier castrat, et on est quand même chanceux qu'il existe des enregistrements de ça. C'est le seul
qu'il y a des enregistrements. Alors, si je comprends bien, au niveau de l'opéra, il y a certaines notes, certaines voix qu'on ne retrouve pas aujourd'hui ou de façon très, très, très rare ou pas du tout? On peut les retrouver, mais chez les femmes. Ça va être les femmes qui vont interpréter ces registres beaucoup plus aigus. Soprano. Oui. Okay. Donc, mais à l'époque, comme les femmes, on ne pouvait pas les faire chanter à l'église. Je comprends. Ben, c'était une époque. Oui, c'est ça. C'était le sens. C'est pour ça qu'on faisait ça. Donc, un castrat. Autre époque, autre mœurs. Hein? Et j'en arrive où avec ça? C'est que l'assassin d'Abraham Lincoln, bon, ce que vous voyez, c'est l'affiche parce qu'on recherchait l'assassin d'Abraham Lincoln. Donc, il y a un soldat qui a tué l'assassin d'Abraham Lincoln. Il a été récompensé. Et ce soldat-là, il s'appelle Boston Corbett. C'est dans les années 1800. C'est l'image suivante. Et Boston Corbett, c'était quelqu'un de très religieux. Et il s'est auto-castré parce qu'il voulait éviter la tentation des prostituées. L'histoire ne dit pas si ça a fonctionné, mais c'est incroyable jusqu'où un être humain peut aller, évidemment, vous imaginez. Selon ses convictions. Oui, donc il s'est auto-castré. Et ça m'amène, c'est un peu, c'est le premier cas que j'ai trouvé ça assez particulier, et ça m'a amené vers un article des gens qui se sont auto-opérés eux-mêmes. Parfois des médecins, etc. Et c'est comme je vous dis, il n'y aura pas d'image dure à regarder, mais c'est vraiment particulier. Et là-dedans, il y a vraiment des histoires de courage, dont la dernière, ratez pas ça, moi, j'en reviens pas encore. Donc, je poursuis avec le docteur... Et si je comprends bien, ça se dit pas ben TV, c'est ça? Ah non, je la garde pour la fin parce que c'est l'histoire qui m'a le plus impressionnée. Parce que là, tu as comme piqué ma curiosité. Là. Ah, je vais vous la raconter. Okay. Oui, je vais vous la raconter, mais c'est que je la garde pour la fin parce que je la trouve vraiment particulière. Au moins, nous autres, il n'y a pas de pause. Hein? Non, c'est ça. On est en continu. Fait que, vous allez tout voir ça. pas pareil comme dans le banquier. Aussitôt qu'il y a de quoi d'intéressant, on s'en va en pause. non, on ne fera pas ça. La suite, la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Donc, non, la dernière, parce que c'est touchant, c'est vraiment beau. Donc, Dr. Jerry Lee Nielsen, en 1998, c'est une docteure qui était basée au pôle Sud pour faire des recherches. Puis, elle a découvert qu'elle avait une masse sur un sein. Donc, c'est impossible qu'il y ait des transports parce que, à cause des conditions météorologiques, donc, impossible d'avoir du secours. Et elle a dû s'auto-biopsier. Donc, ça, c'est l'article qui est paru dans la publication. Se faire une biopsie, mais comme les instruments dans la base n'étaient pas à jour, la biopsie, les résultats n'étaient pas très concluants. Elle envoyait ça par Internet, elle scannait. Donc, elle était en contact avec des médecins. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris un avion. Ils lui ont parachuté de l'équipement plus à jour. Évidemment, c'était impossible pour que l'avion se pose parce que c'était une espèce d'hydravion et j'allais dire les pattes. Les patins auraient gelé. C'est le pôle sud, hein? C'est des conditions particulières. Donc, on lui a parachuté de l'équipement. Elle a pu se refaire une biopsie. Avec les résultats, ils ont vu que c'était cancéreux. Elle a dû se faire une chimio elle-même. Donc, elle était toujours en contact avec les médecins, évidemment, qui l'aidaient et elle s'est fait le traitement. Elle avait formé un petit peu son équipe, qui n'était pas des médecins, à l'aider. Ouais. Puis, est-ce que l'histoire dit ça s'en est sorti? Elle a survécu à sa tumeur. Toutefois, elle a eu une récidive, mais 11 ans plus tard. Elle a quand même été 11 ans et pendant ces 11 années-là... Elle a eu une période de rémission. Oui, elle a eu une période de rémission et elle allait parler partout. Je ne sais pas le mot français, là, c'est comme... Des conférences? Oui, un conférencier pour motiver les gens, là, il y a un nom pour ça. Donc, elle allait motiver les gens de façon positive pour parler de son expérience de vie. Intéressant. Donc, c'est très impressionnant. Un autre cas, en 2000 au Mexique, donc Inès Ramirez, elle s'est fait une césarienne. C'est pas un docteur. Elle s'est fait une césarienne elle-même parce qu'elle n'avait pas de soins et l'accouchement se passait très mal. Pas sérieuse. Oui. J'ai juste mis 2 photos d'elle et son enfant, mais il y avait aussi des photos où on montrait son ventre, la cicatrice. On voyait aussi le couteau de cuisine qu'elle a pris. C'est saisissant. J'ai pas mis la photo là, parce que c'est quand même... Hey.
Donc, elle s'est fait une césarienne elle-même. C'était ça ou, tu sais, ça allait J'imagine vraiment. que tout ça s'est fait sans anesthésie, rien, là. À frette, comme on dit. Donc, elle s'est fait elle-même une césarienne sur... Puis les deux ont survécu, ils vont très, très bien. C'est le seul cas d'auto-césarienne par une femme et les deux ont survécu. Donc, que je ne conseille pas. Alors, c'est un miracle qu'elle est toujours là. situation particulière. Oui. Ensuite, Aaron Ralston, États-Unis, 2003. Il y a un film là-dessus. Lui, il a fait une expédition dans un canyon. Il y a un gros rocher qui est tombé sur lui, puis il a écrasé son avant-bras. Oui, j'ai vu le film. Tu as vu le film? Oui. Moi, je n'ai pas vu. Et donc, bon, ça, c'est... Ben, c'est parce qu'il y avait son téléphone avec lui. Fait que c'est ça qui a permis de pouvoir prendre les photos. Donc, on voit le rocher. Et donc, pendant 2 jours, lui, il a essayé d'égrener la roche. Bon, il a vu que ça marchait plus ou moins bien. Bon, il a abandonné l'idée. Il a essayé de se faire un système de poulie avec une corde pour dégager la roche. Ça n'a pas marché non plus. Puis, à un moment donné, il y a une nuit, après 6 jours, il était déshydraté. Il commençait un peu à délirer. Et il y a une vision de lui jouant avec son enfant avec un bras. Puis, ça lui a donné comme le courage de se couper le bras, carrément. Avec un couteau de poche. Un film, donc, moi, je ne l'ai pas regardé, mais vous voyez maintenant. Mais lui aussi, il fait des speeches, des discours un peu partout. Des conférences de motivation. Oui, exactement. Mais très bon film. Je n'ai pas écouté. Et ce qui était marqué, c'est que lorsque, à la première du film, la fameuse scène qui se coupe le bras, les gens s'évanouissaient dans la salle. Ça a l'air que c'est... Ben, tu l'as vu, mais ça a l'air que c'est quelque chose. Bon, c'est une image assez forte, merci. Oui. Donc, faut... Et le désespoir entoure, il y a la mise en contexte. On passe quelques jours avec lui à l'intérieur de la crevasse dans cette situation-là. Ça doit être quelque chose. Et aussi, ce qui est arrivé, c'est après qu'il s'est coupé le bras. Bien, le bras, évidemment, était en mauvais état. Il avait perdu plus d'1 litre de sang. Il a dû descendre, on rappelle, 60 mètres et marcher 8000 avant qu'il faudrait. Tu sais, on dit des fois quand ton heure n'est pas arrivée. Là, non, il y avait une volonté de vivre. Hein? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Oui, donc ça m'a vraiment impressionné comme histoire. Non, c'est quelque chose. Donc, le film 127 heures, qui est sorti en 2010. Oui. Et c'est ça, semble-t-il, qui est très bon. Oh oui, je le pas sûr que je serais capable de regarder. Là, non, c'est pas si pire. Oui, quand même. Oui. Et je termine avec mon histoire qui a débuté tout ça, que j'en reviens pas encore. Le docteur Leonid Rogozov, Union soviétique 1961, c'est le monsieur à droite. Donc, c'est un médecin, il est parti en expédition en Antarctique, seul médecin sur la base, et il fait une appendicite. Aucun secours, aucun transport, donc il a essayé des antibiotiques, tout ça, ça ne marche pas. Donc, à un moment donné, il s'est rendu à l'évidence, parce qu'on est empiré, c'est soit qu'il s'opère lui-même, soit il meurt. Il s'est opéré lui-même, moi, j'en revenais pas. L'image est brouillée, là, on ne verra pas rien, là. J'ai pris la peine de mettre une photo censurée, là, pour ne pas montrer. Il n'y avait pas quelqu'un qui tenait un miroir? Ou... Donc, vous voyez un peu sa position. Ben oui. Il y avait un miroir, mais il s'est rendu compte que ça lui nuisait plus qu'autre chose parce qu'un miroir, l'image est inversée. T'as raison. Fait que là, il s'est rendu compte que ça ne l'aidait pas pantoute. Donc, il s'est opéré, pas de gants, puis il se fie au toucher. Ça n'a pas de sens. Et les deux qui l'ont assisté, c'est un météorologiste et un conducteur. Et boy. Puis ce qu'il disait, c'est qu'il était plus blanc que leurs vêtements. Non, ça, je crois, ça. Puis à chaque... ça a duré 1h45. Quand il a commencé à s'opérer, il a percé l'intestin. Il a fallu qu'il recoue. À chaque 5 minutes, il devait prendre 20 secondes de pause pour ne pas perdre connaissance. Puis là, il avait expliqué à son équipe autour quoi faire pour le réanimer, lui donner de l'adrénaline, etc. Il a seulement pu geler. Évidemment, il ne pouvait pas être anesthésié. Il fallait qu'il voit ce qu'il fait. Il ne fallait pas qu'il soit un peu poqué, comme on dit. Perdu. Oui. Donc, il a seulement anesthésié un petit peu le ventre quand il a commencé à couper, mais dès qu'il était en train de fouiller dans les organes, il n'y avait plus d'anesthésie. C'était à frette, comme on dit. Il dit jusqu'au dernier instant, lorsqu'il justement il y a eu l'appendicite dans ses mains, ça a vraiment passé proche qu'il perde connaissance parce qu'il a vu qu'une journée de plus, il était mort. C'était, la couleur, tout ça, c'était sur le bord de percer. Et donc, il a survécu, puis il a été décoré en Union soviétique. Puis lui, il disait, il était très humble, il disait, j'ai fait mon travail. Mais je ne connais pas grand monde qui aurait fait quelque chose comme ça. Là, donc, et maintenant, dans les gens qui font faire des expéditions
au pôle sud, au pôle nord, on leur enlève l'appendicite préventif et on parle de peut-être le faire aux astronautes. Parce que c'est quelque chose, bon, qui ne prévient pas et quand ça t'arrive d'un endroit comme ça, il n'y a pas de solution. Donc, plusieurs expéditions, comme en Australie, on va leur enlever l'appendicite d'avance pour éviter qu'il y ait des problèmes avec ça. Donc, moi, son histoire, ça m'a vraiment... j'en revenais pas. J'ai dit, ça, c'est incroyable. Là. Donc, il a enlevé tout ça, il s'est recousu et il a réussi. L'exemple le plus frappant d'une médecine particulière. Donc, oui, c'est ça. Donc, moi, cette histoire-là, là, ça... J'en revenais pas, j'ai lu ça, j'ai été voir d'autres sites, puis bon, on racontait son histoire et évidemment, ça arrivait en 1961. En 61. Oui, donc c'est pour ça, bon, on est peut-être moins au courant aujourd'hui, mais semble-t-il qu'à l'époque, là, ils en avaient parlé partout, évidemment. C'est un cas très particulier. Donc, il s'est auto-opéré d'une appendicite incroyable. Un exemple de courage, et quand tu luttes pour ta survie, tu es prête à tout. Une capsule divertissement forte en émotions. Oui. Hein, ça fait non seulement réfléchir, mais difficile à imaginer. Disons que maintenant, tu sais, je me dis, on a peur d'aller chez le dentiste. Ah, ça se compare pour moi. Il y a des ça met les choses en perspective. Oui, tout à fait. On a peur de s'enlever une petite aiguille d'écharpe de rentrée. Bon, ça va nous donner du courage. Ça conclut pour la capsule divertissement de cette semaine. Oui. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.